Tout de suite, nous accueillons notre invitée, c'est Nathalie Lénard, rédactrice en chef de l'hebdomadaire Réforme. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et elle va répondre aux questions de Jean-Paul Pascal qui nous vient de Radio Grille Ouverte à Alès, que vous écoutez sur le 88.2. Bonjour Nathalie. Avant de parler environnement avec vous et de la place que vous donnez à cette thématique dans votre hebdomadaire, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur Réforme qui vient quand même de fêter son 70e anniversaire, si je ne m'abuse? Absolument. Donc oui, Réforme, c'est 70 ans de paroles protestantes. L'idée est depuis ce temps-là, depuis la résistance et la création de ce journal, de porter un regard protestant, chrétien, sur l'actualité, de la décrypter de cette façon-là. Voilà, vous faites ça très fidèlement, donc depuis 70 ans. Enfin, pas vous personnellement. Non, pas tout à fait. Alors, depuis plusieurs mois, vous multipliez les articles sur l'environnement en général et sur la COP21 en particulier. Bon, là, vous montrez que vous avez un engagement très fort sur le sujet. Qu'est-ce qui vous a conduit dans ce parti pris éditorial ? C'est sûr qu'on n'a pas commencé à parler de la COP21 il y a une semaine. Ça fait des mois qu'on en parle parce que ça nous paraît essentiel à la fois pour notre monde aujourd'hui, pour les générations qui viennent. Le prochain, c'est celui qui est à côté, mais c'est celui qui vient aussi après nous, parce qu'on y a été appelé par la lecture de la Bible, la préservation de la création, et que donc il fallait en effet se mobiliser, interpeller, faire de la pédagogie, et c'est ce qu'on a cherché à faire. Et vos lecteurs n'ont peut-être pas trop l'habitude de lire des articles sur l'environnement dans Réforme. Comment est-ce qu'ils réagissent ? Est-ce que vous enregistrez une prise de conscience ? Est-ce qu'ils se sentent concernés par la question ? Je l'espère. Je ne peux pas le dire précisément parce qu'on n'a pas eu tant de retours que ça sur ce sujet-là. À aller parler de Réforme et de ce qu'on fait dans des paroisses, je réalise que la mobilisation, la prise de conscience n'est pas si développée que ça, donc il y a beaucoup de travail à faire encore. Mais j'espère en effet qu'en étant très pédagogique, en expliquant les enjeux de la COP21, en expliquant ce qu'on peut faire au quotidien, petit à petit, on participe à notre façon à cette prise de conscience. Qu'est-ce qui vous a orienté dans le choix des sujets à l'intérieur de cette thématique ? Alors pendant des mois, ce qu'on a cherché à faire, c'est montrer ce qui se faisait ailleurs, et notamment dans le niveau des églises. Je trouvais important de dire, voilà, au Québec par exemple, ils ont créé l'érable vert, un logo qui fait que des paroisses se sont engagées très concrètement dans l'atténuation des effets de leur empreinte carbone, comme ça existe en Allemagne, qui ont eux aussi un logo qui s'appelle le coq vert, montrer que concrètement, dans le réseau des églises, il y a des choses qui peuvent se faire. Donc ça, on l'a fait de façon depuis des mois, voire depuis longtemps. Et puis maintenant, on a été encore plus à la fois et dans le concret et dans l'explication de ce qui se passait autour de la COP21. Alors, vous nous avez donné des exemples à l'étranger, au Canada, en Allemagne. Est-ce que vous avez trouvé des églises en France qui soient engagées dans cette direction-là ? Hélas, pas beaucoup. J'ai peut-être pas assez cherché, mais bon, il y a des choses qui se font en Alsace, parce que quand même, ils profitent de la proximité de l'Allemagne, mais je pense que non, tout le boulot est à faire en France, à ce niveau-là, et que la mobilisation au niveau des églises et des paroisses, elle ne fait que commencer. Alors, est-ce qu'il y a une explication à cette sorte de retard à l'allumage, si j'ose dire, puisque les religions ont commencé à se convertir à l'écologie dans les années 80, donc avec la conférence mondiale de Vancouver en 83, qui avait pour sujet donc la justice et la paix et la sauvegarde de la création. Et en France, il a fallu attendre qu'on parle de la COP21 et que cette COP21 se déroule à Paris pour qu'on ait effectivement une réaction des milieux religieux, et peut-être protestants en particulier. Est-ce qu'il y a une explication ? Alors moi je pense que c'est parce que pendant très longtemps ce qui primait dans les églises, c'était la défense du plus petit, de la lutte contre la pauvreté, la justice sociale, et qu'il a fallu du temps pour comprendre que tout ça était aussi lié à la justice climatique. En effet, la prise de conscience, comme vous voulez le dire, dans les églises allemandes, elle date de 83 et de cette conférence de Vancouver. Ça a pris plus de temps en France. Peut-être parce que les responsables d'église n'étaient pas eux-mêmes convaincus de ce qui se passait. Peut-être qu'en France, on vit dans des cases et que donc il y avait d'un côté les écolos qu'on voulait entendre ou ne pas entendre, et puis les églises, et puis les associations, et qu'enfin tous ces mouvements de prise de conscience travaillent ensemble. Ça a été quand même formidable que Nicolas Hulot s'adresse aux responsables religieux et qu'ensemble ils portent une parole commune. Dans notre pays, ça a été un pas énorme qui a été fait il y a quelques mois.
Vous nous parliez il y a un instant de ces églises vertes au Canada ou en Allemagne. Vous pouvez nous expliquer de manière un peu concrète comment ça fonctionne? Elles se sont mises en réseau et elles ont créé un label. Elles ont pris des bénévoles qu'elles ont formés, qui vont dans les paroisses et qui, avec la paroisse, disent voilà, vous pourriez améliorer le chauffage, l'isolation de l'église, des bâtiments de la paroisse, vous pourriez faire plus de covoiturage et puis veiller aux déchets, au recyclage, et elles les aident à réfléchir à la façon dont elles peuvent agir, et après on leur donne un label et elles font partie de ce réseau. On ne peut pas oublier en France, je ne l'ai pas cité, mais qu'il existe quand même des pasteurs qui se sont mobilisés à travers le réseau Bible et Création, donc il y a une réflexion théologique au niveau des églises en France et des églises protestantes. En revanche, au niveau de l'aspect aller concrètement on s'y met, là on ne peut pas dire qu'on soit très en avance. Vous vous êtes également intéressé aux marcheurs pour le climat, qui ont fait la une de votre numéro du 23 octobre. Alors, qui étaient ces pèlerins du climat et pourquoi un jour ont-ils mis le chemin sous leurs pieds, comme disaient les conteur, et sont-ils partis direction Paris? Oui, c'est-à-dire que nous, quand à Réforme, on ne pouvait pas traiter tous les sujets de la COP21, qui est quand même particulièrement complexe et technique. Donc, on a mis l'accent sur la spécificité de cet engagement des religions, qui est massif aujourd'hui, pour cette prise de conscience qu'on ne peut pas aller au-delà de 2 degrés et encore. Voilà, donc ce qu'on a voulu faire, c'est mettre en valeur notamment ces marcheurs qui sont partis d'Europe du Nord, qui sont partis des Philippines en passant par Rome, expliquer qui ils étaient, des chrétiens de toutes les confessions, pourquoi ils se sont en effet mis en marche, comment ils ont été accueillis à Paris. On a fait notamment le portrait cette semaine de Yep Sano, ce Philippin qui a lancé le Jeûne pour le climat. On a appuyé, fait appel pour ce Jeûne pour le climat. On a été très présent à l'accueil des religions à Saint-Denis, où ont été remis ces pétitions à Cristina Figueres de l'ONU et à Nicolas Hulot. Donc l'angle d'attaque, j'allais dire, qu'on a pris, c'était de dire, oui, cette fois-ci, les religions se sont toutes mobilisées, et toutes les religions se sont mobilisées pour le climat, et à Réforme, on rend compte de cette mobilisation. Ces pèlerins pour le climat, vous les avez retrouvés le samedi 28 novembre à Saint-Denis, où vous avez animé un épisode de cette journée. Je crois que c'est une expérience qui vous a beaucoup marqué et dont vous pouvez peut-être nous parler. Oui, comme je le racontais dans le journal, ça a été une grosse expérience parce qu'on m'a demandé de faire ça en anglais et je ne suis pas tout à fait bilingue, donc c'était quand même animé 1 heure. Ségolène Royal devait venir, finalement elle n'est pas venue, mais il y avait Nicolas Hulot, il y avait Cristina Figueres, il y avait des responsables religieux du monde entier, donc c'était un vrai défi pour moi, mais c'était formidable parce qu'il s'est passé des choses incroyables et notamment il y avait une chanteuse suédoise qui était là à la fin et se sont mis à danser, cette responsable de l'ONU qui a invité un église anglican à danser. Moi j'ai dansé avec un évêque presbytérien luthérien, donc tout ça a été formidable et un grand moment, oui. Pardon. Votre radio, notre climat. Excusez-moi Jean-Paul, on vous coupe la parole, mais juste pour rappeler le numéro de téléphone pour que les auditeurs puissent poser des questions à notre invitée Nathalie Lénard, le 01 44 53 47 17, ou alors vous posez vos questions sur Facebook, votre radio, notre climat. Allez-y, Jean-Paul. Nous parlions donc de l'arrivée de ces pèlerins à Saint-Denis le samedi 28 novembre. Dans quel état d'esprit étaient ces marcheurs qui arrivaient au terme de leur voyage? Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'était le contraste entre cette mobilisation qu'ils ont eue, ce courage qu'ils ont eu, parce qu'ils ont quand même, il y en a qui ont marché pendant des semaines, où j'ai rencontré des Anglais qui avaient eux tout fait à vélo, ou donc ces Philippins qui n'ont pas marché évidemment depuis les Philippines, mais qui ont fait un grand bout entre Rome, Genève et Paris. Donc cet enthousiasme, cet engagement, et le fait qu'il y avait très peu de fidèles parisiens. À Saint-Méry le vendredi soir, très peu de protestants, très peu de catholiques. Le lendemain à Saint-Denis, très peu de musulmans. Les juifs étaient en Shabbat, mais il y avait peu de fidèles de Parisiens qui sont venus les accueillir à la hauteur, je trouve, de ce qu'ils ont fait.
Il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour la sensibilisation. Au début du mois de novembre, vous avez aussi inauguré dans Réforme une chronique éco-psychologie avec le théologien orthodoxe Michel Maximegger, qui est aussi sociologue et responsable d'ONG, et qui propose chaque semaine aux lecteurs de Réforme une réflexion tout à fait originale sur le sujet, une réflexion à la lumière de la spiritualité. C'est ça, c'est-à-dire que donc on essaye régulièrement, on a toutes les semaines des séries théologiques. L'idée, c'était de dire, ce qu'il dit lui, c'est que tant qu'il n'y a pas de conversion individuelle et spirituelle, tant qu'intérieurement chacun d'entre nous ne prend pas conscience des enjeux et de ce qu'il a à faire lui en tant que chrétien, rien ne se passera. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est que ce qu'il écrit dans Réforme, c'est ce que le patriarche Bartholomé nous a dit à la cathédrale Saint-Denis jeudi, et c'est ce que dit le pape dans Laudato Si. Donc tout le monde dit la même chose. Ça ne se fera pas s'il n'y a pas de conversion individuelle. Et puis vous avez fait la une de votre numéro de la semaine dernière, très largement consacrée aux négociations du Bourget, sur la justice climatique. C'est un point qui est particulièrement sensible pour les participants des différentes religions qui sont présents en observateur autour de la table des négociations. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont vraiment dans ce qu'on vient d'entendre à propos de la Bible. Ils sont vraiment là pour faire du plaidoyer pour les plus vulnérables. Et on a choisi cette semaine, dans le numéro qui sort aujourd'hui, d'en rajouter une couche, j'allais dire, en expliquant que même à 2 degrés, il y a des îles qui vont disparaître. Et que ces îles et les habitants de ces îles, personne, en gros, n'en a rien à faire. Et donc, la vocation des religions, c'est de dire, prenons soin des plus vulnérables qui sont déjà les victimes, qui ne sont pas producteurs de CO2 et qui sont déjà les principales victimes du réchauffement climatique. La COP21 s'achève demain à Paris. On imagine que la plupart des médias vont retourner à d'autres sujets de préoccupation. À Réforme, vous allez rester ouvert et poursuivre la réflexion et engager de nouvelles initiatives? Oui, absolument, parce que moi je pense que tout commence, évidemment, ça ne va pas s'arrêter là. D'abord, on ne sait pas si ça sera une bonne nouvelle, et quelle que soit la nouvelle, de toute façon, il faut... Donc on va continuer des séries sur à la fois l'impact du réchauffement climatique en France, et puis, comme je le disais, essayer d'être positif, essayer d'être concret, comme on l'a fait cette semaine, en disant, là on publie un dossier, quels sont les 20 petits gestes que chacun d'entre nous peut poser pour le climat. Merci Nathalie Lénard. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de l'hebdomadaire Réforme et nous vous retrouvons dans quelques minutes pour les questions des auditeurs. Nous retrouvons notre invitée, Nathalie Lénard, et elle va répondre maintenant aux questions de nos auditeurs, à vos questions qui ont été recueillies par Elsa Vandevielle. Bonjour Elsa. Bonjour Michel. Elsa Vandevielle qui vient de Radio Albatros au Havre, qu'on écoute sur le 94.3. Tout à fait, bonjour. Alors tout d'abord Nathalie Lénard. Je commencerai par un message de Nicole, auditrice d'Alliance Plus à Nîmes. Alors merci à Réforme d'avoir fait ce relais des engagements religieux. Au début de l'année 2015, les messages des sceptiques provenaient aussi de certaines églises. Alors comment réagiriez-vous à ça? On sait bien que notamment dans les églises américaines, le scepticisme et le climato-scepticisme est très répandu. Il existe aussi chez nous. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'aux États-Unis, les églises évangéliques commencent à se convertir très fortement à la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça, c'est important. Alors, pensez-vous que c'est la COP21 qui est un élément déclenchant de sensibilisation, qui le sera sur le long terme pour la rédaction de Réforme ? Pardon ? Alors, pensez-vous que c'est un élément déclenchant, cette COP21, pour que le magazine Réforme, ensuite, soit sensible sur le long terme, prennent des mesures en fonction de ça? Oui, bien sûr qu'on a fait beaucoup de choses parce qu'il y avait la COP21 et que tous les articles qu'on a fait depuis des mois c'était une façon de travailler avant la COP21 et que oui, bien sûr, ça va le rester. Je pense qu'en effet, le fait qu'il y ait 195 pays représentés et que toutes les religions du monde et que toute la société civile se soit mobilisée pour cette COP21 fait que oui, heureusement, on a passé à une nouvelle étape et que c'est une nouvelle étape aussi pour nous. Et alors, justement, un auditeur a constaté que le bandeau, désormais, était vert et plus rouge. Oui, ça va rester Non, ça va pas rester, hélas, parce que, voilà, l'actualité, vous la connaissez, elle va revenir en force sur d'autres sujets. C'est vrai qu'on a voulu, un peu symboliquement et graphiquement, montrer qu'on était mobilisés. On a mis pas mal de vert ces derniers temps dans le journal. Alors, d'autres gestes écologiques faits par l'équipe Réforme sur le terrain ?
d'autres gestes écologiques alors Alors, nous aussi, on a beaucoup de travail, c'est-à-dire que l'idée que notre rédaction devienne aussi un peu plus exemplaire, on va essayer de s'y mettre. Notamment, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment était imprimé le journal et sur quel type de papier. Je ne suis pas capable d'y répondre, donc nous aussi, on a du travail à faire. Bon, eh bien, c'était ma dernière question. Alors, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci. Et puis, Merci Elsa. Donc on continue notre rencontre en compagnie de Jean-Paul Pascal aussi, qui est là de Radio Grille Ouverte à Alès. Encore quelques questions pour notre invité? Oui, vous avez beaucoup travaillé, Nathalie Lénard, avec Martin Kopp, qui est chargé de plaidoyer de la Fédération luthérienne mondiale à la COP 21, que nous recevions à ce micro lundi dernier, et qui a joué un rôle important dans l'implication des protestants, je pense. Comment a fonctionné cette collaboration avec Martin? On avait fait son portrait déjà il y a quelques années, sans se rendre compte qu'on était prophétique, puisque c'est devenu quelqu'un vraiment qui compte aujourd'hui dans le monde des églises sur ce sujet du climat. Et donc, comme on avait besoin d'un expert, on s'est appuyé beaucoup sur l'expertise de Martin, et puis à la fois son aspect, son côté théologien et son aspect plus technique. Et donc, il nous a beaucoup aidé à comprendre qu'est-ce qui se jouait autour de la COP21. C'était pas simple. Donc, on a fait avec lui beaucoup de pédagogie en direction des lecteurs. Et quand le journaliste chez nous, Louis Fraisse, qui suit pour nous la COP21 au Bourget, a aussi suivi concrètement Martin dans ses journées. Qu'est-ce que ça veut dire faire du plaidoyer? Comment on travaille? Et donc, on a aussi, comme reportage, suivi Martin dans ses activités. Alors, précisément, donc Louis Fraisse est au Bourget actuellement, enfin, et déjà depuis presque 2 semaines. Comment est-ce qu'il perçoit l'atmosphère de cette COP21? Alors, au début, il a dit que c'était tellement énorme qu'il se sentait tout petit, perdu, parce que, vous le savez, c'est 40 000 personnes au Bourget, et c'est des 3 000 journalistes, et nous, on est tout petits par rapport à des grosses rédactions. Ce qu'il a noté, c'est à la fois la diversité des gens qui sont là, des représentants d'associations, d'ONG, de sociétés civiles, de collectivités locales, et la mobilisation de tous ces acteurs, et aussi la facilité d'aller les rencontrer et d'essayer de comprendre pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils cherchent. Sur vos derniers numéros de Réforme, donc sur les mois précédents, nous en parlions tout à l'heure, vous avez donc rencontré un certain nombre d'acteurs, en particulier dans les églises. Dans ces diverses initiatives prises un peu partout dans les églises, est-ce qu'il y a un point fort, quelque chose qui vous a particulièrement marqué dans ces actions qui ont été mises en place? Je ne sais pas si c'est dans les actions, mais c'est en tout cas le fait de cette prise de conscience que en tant que chrétien, la préservation de la création est au cœur de notre mission, pour employer un grand mot. Cette conviction qui petit à petit s'étend, ça me paraît, c'est ça qui me frappe le plus et qui me paraît le plus essentiel. Votre numéro 3630 paraîtra demain. Si vous ne faites pas d'erreur sur le numéro, c'est bien ça? 3636. Vous pouvez nous en donner un sommaire en avant-première. Là, j'imagine que les résultats des élections de dimanche dernier et l'avancement des travaux de la COP21. Alors, on a arrêté de mettre notre bandeau en vert. On l'a remis en rouge parce qu'on a appelé ça état d'urgence avec un S à état. Et on a voulu mettre ensemble, je pensais que c'était important de dire qu'il y a plusieurs états d'urgence. La montée du Front National. Autre état d'urgence, savoir qu'est-ce qui va se décider à la COP21. Et dernier état d'urgence, l'état d'urgence dans lequel on est sur toutes les problématiques autour de liberté et sécurité. Merci beaucoup Nathalie Lénard. Continuez à réveiller vos lecteurs et continuez à nous aider à poursuivre la réflexion sur ce sujet et sur tous les autres. Merci beaucoup.